Nous sommes heureux de vous savoir nombreux à nous suivre en ce moment. Nous sommes sur le canal 2. Ce soir, le regard empêché. Je vais jouer un peu le ping-pong avec une autre personne, Georgette Mbomé. En attendant de lui passer la parole, je vais vous dire ce que nous allons faire tout de suite, c'est-à-dire les articulations qui vont suivre. Et pour votre édition de ce soir, nous restons sur la mystique de l'alimentation et la spiritualité. Nous sommes à la 12e édition. On l'a promis dernièrement, pendant que l'Oragat était là. Et ce soir, on va continuer dans la même logique. Sauf qu'il y a des sous-thèmes. Le sous-thème de ce soir est porté sur la violence intellectuelle, l'alimentation et la spiritualité. Violence intellectuelle, alimentation et spiritualité, en première partie de notre chronique. Et en deuxième partie, nous allons revenir sur la spiritualité et l'alimentation artificielle. Donc, il faut que la spiritualité soit prise en compte et qu'on sache distinguer le fait de manger ce qui serait nécessaire à manger pour notre vie et le fait de manger tout simplement tout ce qui nous est présenté par la société. Sans plus tarder, le premier stop, c'est la chronique de ce soir, la première partie de cette chronique. Et tout juste après, on vous revient. Merci. La mystique de l'alimentation et la spiritualité, 12e partie. Violence intellectuelle, alimentation et spiritualité. Nous ne le dirions jamais assez. Si vous ne mangez que les produits vivriers issus de la nature, produits par la mère terre, vous allez vivre plus de 100 ans sans une maladie réelle. Eh bien, le fait de tout ignorer de ce qui serait de votre existence, cela ne saurait être grave. Il ne saurait être tolérable de vous permettre d'ignorer le moindre détail quant à ce qui concerne les tenants et aboutissants de l'alimentation, sa double dimension et surtout son côté caché qui se veut spirituel. Vos connaissances sur l'alimentation, parce que limitées par rapport à votre évolution spirituelle, permettent de constater que vos cerveaux ont été simplement corrompus, violentés pour vous borner, vous abrutir en vue de ne rien retenir sur l'essentiel de la vie. Une sorte de violence intellectuelle qui vous empêche de pouvoir faire le distinguo entre ce qui est spirituel et ce qui ne l'est pas. Pour saisir la portée occulte des phénomènes de la vie placés à vos yeux, qui pourtant ne voient ni le jour ni la nuit, cela voudrait que vous cessiez de vous laisser influencer par votre passé. Question de ne pas focaliser votre regard sur des choses que vous n'avez jamais pu étudier leur nature profonde par vous-même. Ce qui va vous permettre de ne plus se laisser berner par des concepts qui vous plongent dans le labyrinthe d'un passé dont vous ignorez complètement tout de ses origines. Un passé qui de cesse vous influence au point à vous abattir. Vous devez donc faire attention par rapport à ce qui vous a été enseigné dès l'enfance. Que feriez-vous si c'est ce qui bloque votre éveil spirituel, vous empêchant de mieux développer métaphysiquement votre sens de discernement? Vous devez vous établir à ne plus continuer à vous focaliser carrément sur ce qui vous a été raconté, soit dans le milieu qui vous a permis de grandir, avec tout ce qu'il y a eu comme impositions, coutumes et autres, soit les cours reçus dans le cadre de cette école coloniale. Une telle école a pour objectif de ne pas vous faire bénéficier d'une bonne éducation pour votre évolution spirituelle, mais juste développer en vous un esprit matérialiste. Nous savons que celui qui croit que seul le côté tangible ou matériel de la vie existe, perçoit difficilement le côté subtil et spirituel de celle-ci. Ceci lui fait perdre la notion de valeur qui a trait à l'évolution spirituelle proprement parlant, contraire à celle de l'évolution matérielle. La matérialisation de la vie est l'œuvre d'un système plus ou moins mercantile. Elle est un principe qui consiste à faire croire que votre existence est uniquement matérielle. En médecine officielle, par exemple, on ne soigne que le corps physique.
L'âme et l'esprit ne sont pas pris en charge. L'embêtement est que personne n'en dit mot. Plus grave encore, les religieux en sont d'ailleurs les plus concernés par cette attitude. C'est un système de choses outre un boulot d'étranglement qui fait de vous de véritables esclaves de cette hégémonie dominante qui vous plonge dans une sorte de servitude faisant de vous de mangeurs de poissons jusqu'à en devenir accro sans que vous soyez formés pour en devenir d'excellents pêcheurs de poissons. Métaphysiquement, c'est cela la violence intellectuelle. Elle embrigarde et corrompt le cerveau et vous éloigne de l'existence de Dieu dans vos pratiques. N'oublions pas que tout enseignement erroné, qu'il soit du domaine scolaire ou religieux, est nocif tant pour le corps et l'esprit que pour l'âme. Juste un instrument de formatage du cerveau à travers des subterfuges, une sorte d'étiquette à vous coller, chrétien de ceci, musulman de cela, hindouiste, diplômé de ceci ou de cela aussi, etc. Cet enseignement a pour seul et vrai objectif favoriser lamentablement la perte de votre identité pour que vous soyez incapable de mener à bien vos responsabilités vis-à-vis de votre évolution spirituelle et divine. Malheureusement, on vous fait croire que vous, en tant que fidèle, êtes en bonne place, en bon milieu spirituel, alors que cela reste à vérifier. Alors cela reste à vérifier avec Georgette Mbomé. Bonsoir Georgette Mbomé, on va travailler comme à Suite FM ce soir, c'est-à-dire tu as la parole à chaque fois que la chronique passe, il revient à toi de rebondir. Comme à Suite FM vous avez dit, professeur. Oui, Mesdames et messieurs, bonsoir. Alors, je voudrais savoir quel est le côté caché de l'alimentation qui se veut spirituel, professeur. Alors, le côté caché de l'alimentation, c'est comme le côté caché de l'homme. C'est-à-dire, l'homme a une double dimension. L'homme n'est pas que physique, l'homme est aussi métaphysique. Donc, l'homme peut regorger plusieurs corps, comme pour dire que on nous dit souvent qu'il y a l'âme, le corps et l'esprit. Oui. Alors, cela englobe un tout. Et dans ce tout, il y a ce qui est valable pour l'homme, lambda, c'est son corps physique. Cependant, au-delà de ce corps physique, se cachent d'autres corps ou d'autres phénomènes tels que le phénomène qui nous tient en vie, le respire, et sans lequel nous ne serons pas vivants. Alors que ce phénomène ne nous intéresse pas, ça nous intéresse à la naissance lorsque l'être humain que nous sommes, à la naissance, nous n'arrivons pas à respirer. Donc le soufflet de vie n'ayant pas intégré notre vie, c'est-à-dire le fœtus qui précède la vie, en fait, parce que c'est d'abord le fœtus qui arrive, et puis la vie s'implémente à l'intérieur du fœtus pour former une naissance normale, un bébé par la suite. Maintenant, le bébé va manger pour entretenir la vie. Il doit respirer. Première nourriture. Deuxième nourriture, il doit boire de l'eau. Et il doit manger des substances nutritives qui lui viendront de la maman en termes de boissons. Parce qu'en fait, tout ce que nous avons comme nourriture, que ce soit des produits vivriers qui sortent du sol, l'eau y est pour beaucoup. De même, les substances nutritives qui viennent de la maman partent sur la base d'un liquide, dont de l'eau. Oui. Résultat, on entretient dans la vie par ces substances et cet ensemble d'aliments, respiration, eau et nutriments. Et c'est le côté caché de cela vient du fait que c'est ça qui alimente la vie. Donc ça doit avoir à la disposition, ça doit mettre à la disposition du bébé tous les éléments vivants pour pouvoir pérenniser sa vie. Parce que si ça met à sa disposition que des éléments morts, il va sans dire que la vie du bébé sera mise en danger. C'est ce qui fait souvent que certains les maternelles allaient donner à l'enfant se transforment en des produits nocifs où dans un premier temps c'est la constipation. On est face à une certaine situation que le bébé ne fait plus les selles et
très rapidement, dès que son tube digestif est bloqué, alors la température monte et tout, vite on court vers le pédiatre au lieu de se poser la question, est-ce qu'avant que l'enfant commence à prendre ses laits artificiels, est-ce que le lait maternel lui faisait constiper? Est-ce que ça lui faisait des problèmes? Donc dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, la vie commence à patiner. Et lorsque nous parlons de la double dimension d'un aliment, ça veut dire que l'aliment a quelque chose que les autres aliments qui peuvent perturber la vie du bébé, puisque nous sommes dans l'exemple du bébé, oui. Ces autres aliments qui peuvent perturber la vie du bébé n'ont pas cet élément. Et c'est cet élément-là qui est essentiel à l'alimentation. Et c'est cet élément qui est subtil, qui est, disons, invisible, qui est métaphysique, en fait, qui est une énergie, qui est tout ce qu'il y a de fondamental. C'est là que nous devons chercher dans l'alimentation. Voilà. Parlons de l'eau, professeur. Il se dit, je demande votre avis, en fait, il se dit que quand on puise l'eau du robinet, il est déconseillé de boire immédiatement. Il faut d'abord laisser cela dans un récipient, attendre des heures, voire même le lendemain, avant de consommer cette eau, parce que l'eau a une mémoire. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, bon, mais je pense qu'on a déjà abordé ce sujet ici au cours des éditions, des multiples éditions, où nous étions un peu focalisés sur l'eau, parce que ça a commencé qu'on était focalisé sur l'air, oui. Où on a expliqué la vie dans l'air, l'oxygène et tout. L'évolution de tout cela nous a amené à parler de l'eau. Et nous avons parlé de l'eau, et l'eau, nous avons dit que l'eau qui traverse, qui rentre dans un réseau, et canalisée d'un point à l'autre, oui. Se retrouvant encastrée dans des tuyaux à travers des murs des bâtiments qui sont nos habitations, est une eau maltraitée. Et sauf que nous ne mesurons pas le degré de cela, ce que cela peut causer pour l'être humain que nous sommes, ce que cela peut causer en termes de dysfonctionnement de notre organisme. Encore que nous n'avons pas envie de le savoir, mais sauf que nous, on se pose des questions quand on parlait de l'alimentation, dans tous les sens, de voir dans quoi l'eau peut entrer en tant qu'aliment dans le registre de cet échange. Et c'est donc prouvé que si vous avez besoin d'une eau qui sera moins méchante, ou bien alors qui va apporter plus de réponse à ce que le corps attend de l'eau, donc beaucoup plus de réponses aux cellules du corps, oui. C'est de ne pas maltraiter l'eau. Alors ça va donc dans le sens de ta question, qu'il faut donner la chance à l'eau de reprendre le champ magnétique qui redonne à sa mémoire les vibrations nécessaires pour pouvoir revenir et redevenir elle-même. Parce que l'eau n'est pas un produit corruptible. La preuve, lorsque on bouscule l'eau de son nid, alors ça peut faire des années, mais elle finira par retrouver son nid. Donc elle finira par poser des problèmes aux gens qui ont ignoré qu'elle était là tranquille. Par exemple, les gens qui chassent les marécages et qui implantent des immeubles. Dans certains pays comme aux États-Unis, par moment, sont obligés de revenir sur leur décision, voir qu'est-ce qu'il faut faire quand l'eau reprend ses forces et se remet comme voulant reprendre son lit. Donc l'eau, c'est quelque chose de dangereux parce que c'est quelque chose de palpable, certes, mais d'insaisissable. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de vase, vous ne pouvez pas porter de l'eau. Parce que vous êtes venu des deux mains, vous avez puisé de l'eau et puis vous commencez à marcher avec jusqu'à une certaine
destination, c'est impossible. Mais pourtant, vous palpez l'eau, vous avez la possibilité de faire de l'eau, c'est que vous n'avez pas la facilité de faire avec l'oxygène. Donc l'eau est pourtant à notre disposition, pourtant palpable, mais pas forcément compris. C'est incompris parce que il faut étudier son mécanisme au niveau de sa mémoire, comment l'eau réagit lorsque on joue de la musique et que l'eau est dans un vase, et comment les vibrations de cette musique va permettre à l'eau d'agir. Alors, ou bien cette musique peut être une musique dansante ou une musique de méditation. Et avec un film, avec un appareil photographique d'une haute résolution, vous pouvez facilement constater dans ce qu'on appelle la mémoire de l'eau, comment l'eau réagit lorsque il y a un mouvement qui se passe tout à côté de l'eau, la musique et bien d'autres mouvements. Voilà. D'accord. Et quel rapport y a-t-il entre ce que vous appelez la violence intellectuelle et la mystique de l'alimentation? Alors j'entends par violence intellectuelle, c'est les choses qu'on nous a racontées. Parce que nous sommes des gens qui prétendent être des intellectuels, oui, parce que nous étions à l'école, parce que dans cette école on a appris la science, parce que cette école on a appris la théologie, parce que dans cette école on a appris beaucoup de choses. Mais on a appris, mais on n'a pas compris. Parce que apprendre et comprendre, c'est deux choses différentes. Nous envoyons nos enfants à l'école, ça va commencer, ou ça a commencé hier. Ça a déjà commencé. Voilà, ça a déjà commencé, une autre année scolaire. Oui. Mais c'est pour aller réciter les cours. C'est-à-dire que tu dis ce que le professeur t'a dit ou le maître t'a dit. Si tu ne dis pas ce qu'il t'a dit, tu as zéro. Ce qu'il te dit, c'est ce qu'on lui a dit. Ce qu'on lui a dit, c'est quelqu'un d'autre qui a dit, ainsi de suite. Et on arrive à l'échelle où c'est lui qui avait commencé à dire ça, lui n'était pas à l'école. Il n'avait ni diplôme ni rien. Il avait conçu le monde à partir de ses propres idées, c'est-à-dire un monde autour de lui, soit dans un domaine social, je ne sais pas moi, ou dans un domaine scientifique. Il a construit un monde. Et à partir de là, la récitation avait commencé. C'est pourquoi, pour le noir en Afrique, nous devons avoir notre école. Nous n'avons pas notre école. Pourquoi? Pourquoi on tardait à avoir un système scolaire purement africain? Mais parce que les barrières sont érigées contre cela. C'est vrai, il faut universaliser le monde pour avoir un seul pays mondial, un seul gouvernement mondial, une seule langue mondiale, une seule religion mondiale. Ça, on va vers cela, on y tend. D'accord? Mais, sauf qu'on ne va pas nous dire que nous ne serons plus noirs, on va devenir blancs. Nous n'aurons plus l'accès à nos traditions parce que nous devrions plus avoir l'accès à nos traditions et qui sont liées aux traditions des autres. Parce qu'il y a une différence entre les coutumes et la tradition. La tradition, c'est universel, mais dans l'universalité de la tradition, il y a bien des pans qu'on utilise pour pouvoir faire évoluer la société. Et ces pans vont dans le sens tel que la culture. Par exemple, au Cameroun, la culture semble être folklorique. Mais ailleurs, la culture va de soi, c'est-à-dire c'est même le fondament même de l'être humain. C'est dans la culture qu'on soigne les gens, c'est dans la culture qu'on cultive, comment je peux dire, l'identitaire de la société, c'est-à-dire c'est à partir des éléments culturels qu'on essaie de canaliser les réflexions qui vont donc aller dans le sens où la sociabilité va de soi, c'est-à-dire chacun partant sur la base de cette culture va rencontrer le répondant dans la culture de l'autre, simplement parce que la culture aussi est liée au fondament même de la science, donc à la science fondamentale, et que c'est cette science fondamentale-là qui est universelle. Les sciences appliquées et tout sont gérées par des technologies
par on appelle ça communément le progrès technique. Alors ces progrès techniques-là peut être considéré comme étant important simplement parce que nous sommes dans un monde où il faut essayer de lever le niveau pour rentrer dans le village planétaire et avoir des propositions à faire. Voilà, c'est là où cette technologie-là prend une dimension sérieuse. Mais au-delà de ça, elle détruit l'homme. Le téléphone portable est bien, mais n'est pas bien pour les neurones du cerveau chez certaines personnes, parce qu'à utiliser le téléphone portable en portant ça vers l'oreille, on a du mal à continuer à le faire à un moment donné. À le faire à main libre, c'est passable. Mais sauf que personne n'aimerait bien qu'on soit au courant de ce qu'il raconte, ou avec qui est son interlocuteur, et puis tout cela, ça pose un problème différent par rapport aux technologies communicationnelles qui étaient basées sur des téléphones filaires. Donc tout a changé aujourd'hui. Mais pour ça, qu'est-ce qu'il faut exactement pour que l'Afrique ait son système scolaire? Alors moi je pense que pour que l'Afrique ait son système scolaire, il faut que les Africains cessent de dire je suis diplômé de ceci et de cela de l'Europe. Il faut que nous formons notre manière d'enseigner. Comme en Asie, le système scolaire asiatique n'est pas comme le système scolaire européen. Et on comprend vite pourquoi les Européens n'ont pas pu contrôler les Asiatiques. Et qu'aujourd'hui, ils regrettent de n'avoir pas sévi énormément de façon à ce que l'Asie ne les échappe. Oui. Et sont déterminés que l'Afrique ne doit pas les échapper, donc il faut tenir les Africains. Alors pour nous tenir, on ne peut pas avoir un système scolaire lorsque nous sommes en face des gouvernements néo-coloniaux, oui. C'est-à-dire qui obéissent au cahier des charges reçu lors du passage de la colonisation, entre guillemets, de la cessation de la colonisation, entre guillemets, si jamais il y a eu cessation de la colonisation, vers des gouvernements indépendants, mais cependant néocolonisés, où le système scolaire va dans le sens que l'UNESCO doit s'occuper de la validité des diplômes via le pays colonisateur. Alors, résultat, c'est tous les Européens qui, dans leur registre de domination ou impérialiste, dans leur registre impérialiste, tiennent le bâton des commandements sur les normes à suivre, les normes intellectuelles, les normes dans tous les sens, en fait. Voilà. D'accord. Alors, professeur, chez les religieux, le diable existe. Chez les médecins, le microbe existe. Selon la chronique, oui. Selon la chronique. Maintenant, vous, en tant que métaphysicien, est-ce que le microbe et le diable existent? Bon, alors, le diable existe parce que les religieux, qu'ils soient africains ou d'où qu'ils soient, c'est des mouvements va en guerre. De même, les médecins, la médecine, c'est un mouvement va en guerre. Dans l'école classique, on n'enseigne pas pour comprendre. On enseigne des choses qui vont dans le sens du but à atteindre. L'objectif étant de mercantiliser l'enseignement pour permettre à ce que le gain de ceux qui ont organisé cet enseignement puisse être périn. Il est impossible qu'on n'aille pas dans le sens de cette manière d'aller en guerre. Là, je m'explique autrement par rapport à cette question. Oui. Pour former un médecin, si on ne lui forme pas d'aller contre les microbes, que ce soit les bactéries ou que ce soit les virus, mais il n'aura rien à prescrire parce qu'il n'est pas formé pour comprendre le fonctionnement du corps humain, du système lymphatique, du système glandulaire, du système nerveux, tous les systèmes par rapport au fondament même, c'est-à-dire le système Omura, de manière à ce que le travail qu'il fait aille dans le sens à prodiguer les conseils à certaines personnes dont leur cas ne nécessite pas forcément le médicament.
Parce qu'il y a des cas qui nous arrivent où, à l'amont, on constate qu'on les avait prescrit des médicaments au départ pour rien. Et c'est le cas de les dire. Moi, lorsque je suis en face d'un enfant de 1 à 10 ans, qui n'a pas une maladie héréditaire comme la drépanocytose, et qui n'a pas d'autres formes de maladies, peut-être aussi telles que le diabète de type 1, un enfant de 10 ans. Alors, moi, je le consulte moyennant quelque chose, mais je le soigne pour rien. Parce que je peux expliquer à sa mère qui, ayant compris le mécanisme du travail de diagnostic, c'est-à-dire de la recherche des troubles fonctionnels qui concernent cet enfant, ayant compris cela, peut elle-même déjà se comporter comme une personne qui peut assister son enfant. Alors, donc, c'est une autre manière d'affranchir cette famille, de permettre à ce que cette famille-là soit affranchie sur des cas banaux. Par exemple, la hausse des températures peut provenir du fait d'une indigestion et qu'il faille tout simplement poser des questions sur la manière dont l'enfant avait passé précédemment les 2 jours, je ne sais pas moi comment, jusqu'au moment où la température se voit trop élevée là maintenant, pour comprendre que peut-être il faut tout simplement déblayer son côlon, son tube digestif, c'est tout. Et puis ce travail-là, ça peut se faire très facilement, mais après avoir baissé la température à travers l'hydrothérapie, c'est-à-dire en utilisant des bains, les bains de siège, les bains de vapeur et tout. Donc, c'est un bain qui vont permettre à ce que les pores s'ouvrent, les déchets qui ont encombré la circulation du sang se libèrent. Parce que lorsque le côlon a du trop plein, le sang ramasse les déchets de ce trop plein là, ramène ça au niveau du foie. Le foie qui ne reconnaît pas ces déchets ne peut pas les garder en son sein, parce que le foie, c'est un grand magasin, mais pas un magasin à tout garder. Ce que le foie peut phagocyter et éliminer pour que ça aille se perdre dans les urines, je ne sais pas moi quoi, le fait. Mais s'il ne peut pas, il envoie ça dans le sang. Et là, maintenant, dans le sang, les macrophages, du moins tout le système défensif, va se mettre en branle et puis la température va s'élever. Lorsqu'il y a une hausse de température, on va parler de fièvre, de paludisme, de grippe, de tout ce qu'on veut. C'est pas moi, les maladies dont la fièvre est à la base comme symptôme, on peut en faire une maladie qu'il faut absolument attaquer. Donc il faut chercher à comprendre qu'est-ce qui ne va pas pour pouvoir donner de l'aide à un être humain. Résultat, l'alimentation joue un grand rôle, la connaissance de ce qu'on doit manger et de comment on doit manger ce qu'on doit manger permet de faire le bon diagnostic dans le domaine médical. Et là, on ne va pas en guerre contre les microbes, qui sont le diable, ou contre le virus. Mais non, on ne va pas en guerre. Parce que ça, c'est blanc, bonnet, bonnet, blanc. Les mêmes gens qui sont venus en Afrique avec les histoires du diable, c'est les mêmes gens qui sont venus aussi avec l'histoire de la médecine. Et la médecine, selon les Africains, avait foutu le camp. Ce que je viens d'expliquer là, ces messieurs scientifiques, des bacs plus 15 et plus 17, comprendront rien dans ça. On va parler du charabia scientifique. Et pourtant, c'est sur cette base fondamentale que certains d'entre nous font plus de 44 ans de thérapie sans incident. Et sans qu'on ne soit trop du genre qu'on doit se cacher pour pouvoir dire des choses aux gens, parce qu'on porte en nous ces gens-là dans nos cœurs et on les transmet ce qu'on peut avoir comme révélation en tout amour. Voilà. D'accord. En médecine moderne, par exemple, dès que quelqu'un va se faire consulter, généralement, c'est la perfusion, un professeur, qui est mise en premier. C'est-à-dire, on a l'impression qu'on soigne le corps physique, l'esprit et l'âme n'est pas pris en compte. Maintenant, chez vous, tradit praticien ou bien parapsychologue que vous êtes, comment soignez-vous
vos... Alors, mais là, je ne pense pas que je suis là pour dire comment je soigne les malades. Parce que ça va aller... Comment savoir si l'esprit et l'âme Oui, est pris en compte? parce que dans la chronique, on a parlé de l'âme, l'esprit, et qui ne sont pas prises en compte, mais du corps physique. Ça veut dire quoi? Je voulais dire que le corps physique est ce qui est étudié pendant qu'on suit les cours de faculté en faculté de médecine. C'est le corps physique qu'on voit. Oui. Ce corps physique-là prend une connotation comme si on avait affaire à un outil, comme on a affaire avec un véhicule, on a affaire avec un appareil, on a affaire à un appareil, on a affaire à un véhicule, on a affaire... Voilà. C'est la même chose avec l'homme. On a l'impression que quelqu'un s'occupe des yeux à part, l'autre s'occupe de la gorge, donc de la cage thoracique ou bien du bas-ventre. Certains s'occupent que de la peau. Alors là, on soigne le corps. Mais on ne comprend pas les combinaisons qu'il y a entre même déjà les différents éléments de ce corps physique-là. Parce que la peau est un organe. Ce n'est pas une enveloppe béante comme ça là. C'est un organe. Alors maintenant, lorsqu'on a une maladie de la peau, je prends un exemple banal. Lorsqu'on a une maladie de la peau, on a l'impression que c'est une maladie de la peau. Mais ça peut être une mauvaise circulation du sang. Ça peut être des produits consommés qui provoquent l'urticaire, c'est-à-dire une éruption cutanée. Ces produits peuvent être des médicaments. C'est écrit sur des notices des médicaments que ces médicaments, à le prendre, vous pouvez avoir l'enflement du visage, hein, une éruption cutanée grave et tout. Et dès que ça arrive, consultez votre médecin. C'est écrit, je ne veux pas citer le nom de ces médicaments. Bon, maintenant, lorsque vous partez voir quelqu'un qui ne s'occupe que de la peau et qui ne fait pas attention sur la base de ce que tu consommes en termes de liquide sous forme de sucrerie, en termes de produits agroalimentaires qu'on vend dans les supermarchés, qui n'a pas déterminé, qui n'a pas pu déceler les composants de ces produits que tu manges régulièrement. Quand tu manges tes hamburgers, il y a les dioxydes de titane dessus pour donner une coloration à ce qu'il y a comme viande à l'intérieur. Bon, on ne voit pas tout cela au moment où on consulte quelqu'un. On le consulte par rapport aux symptômes, juste. Et ces symptômes-là, je dis, dans l'interrelation avec le système glandulaire, le système lymphatique, tous les systèmes, y compris le système circulatoire, tout cela, le système organique. Alors, cette interrelation nécessite que plusieurs médecins de plusieurs spécialités s'associent au diagnostic. Le premier jour que le malade se présente chez un des médecins, il doit inviter les autres pour pouvoir lire l'ensemble du fonctionnement même physique, du corps physique, afin de voir quel pronostic donner. Parce que là, le diagnostic sera bien. Pas le diagnostic tel qu'il est là maintenant, c'est un diagnostic européen. C'est pas comme ça que le noir faisait son diagnostic avant. D'abord, déjà, c'est ça. Et de deux, il y a un autre côté. Il y a que nous ne sommes pas que physiques. Il y a en nous l'esprit, il y a en nous l'âme. Oui. Alors maintenant, il y a des maladies que c'est parce qu'on ne fait pas de cure de respiration que ces maladies-là se développent. Donc on ne fait pas du sport, ou on fait du sport mais on le fait mal. Ce n'est pas le fait de faire du sport qui suffit, mais c'est d'utiliser à bon escient ses poumons. C'est-à-dire savoir donner aux poumons la chance de se présenter, du moins de faire son office d'estomac de l'aliment qu'on appelle l'oxygène. Parce que c'est l'estomac de cet aliment. Alors maintenant, la capacité des poumons d'un être humain est réduite. Parce que nous ne respirons pas normalement. On ne sait pas comment respirer. Et même quand on fait le footing, on fait la gymnastique et tout, on n'a pas
une interrelation entre les mouvements qu'on fait et la respiration. Ça arrive comme ça, on commence à respirer de la bouche et tout parce qu'on a couru et puis on est un peu étouffé. Et là, l'étouffement va en fonction de comment on fait du sport souvent ou on n'en fait pas. Celui qui ne fait pas du sport souvent et qui a un certain âge comme moi, alors à peine il a fait 5 ou 6 mètres ou bien 15 minutes qu'il est même il est en train de vouloir mourir. Donc, il peut même tomber à terre, on commence seulement à le ventiler. Donc, c'est l'ensemble de ça qu'il faut amener à ce que le corps médical officiel prenne conscience de cela. Parce que c'est tout cela que l'Afrique avait avant. Mais seulement à fonctionner de cette manière, ça ne produit pas de l'argent. Parce que vous donnez plus de conseils aux gens. Moi, je suis un homme le plus malheureux parce que j'ai moins de malades par rapport à du fait que d'abord les consultations vont durer, puisque tu me demandes de parler de moi, Oui, vont durer. Oui. Et de deux, non seulement elles vont durer, mais la personne va sortir avec un conseil. Et là, tu n'as pas, quand tu conseilles 2, 3, 5 malades, ces 5 malades conseillent d'autres malades. Ces gens qui te connaissent ne viennent plus te voir pour te donner de l'argent parce que tu leur as donné ce qui était désatisfaisant dans ce qu'il fallait avoir pour leur bien-être. Résultat, il faut être subventionné ailleurs. Il faut trouver d'autres astuces. Mais quand on veut bien faire, dans notre ancienne Afrique, c'est comme ça qu'on travaillait. Et puis les gens venaient vous récompenser. Bon, mais maintenant, lorsque tu as pris seulement l'argent de la consultation, quelqu'un dit, mais je l'ai payé. Aussi parce que la vie est dure. Aussi, Voilà. professeur, la vie est dure. De nos jours. Voilà. Okay. Alors, on va passer à la deuxième partie de notre chronique. Et là, nous allons voir spiritualité et alimentation artificielle. Spiritualité et alimentation artificielle. Commençons par nous poser des questions suivantes. Comment arrivons-nous à nous maintenir en vie de la naissance à ce jour? Réponse: parce que nous avons mangé. Une deuxième question: que devons-nous manger? Réponse: sur ce qui produit la vie. Troisième question: qu'est-ce qui perturbe la vie? Réponse: le fait de choisir une alimentation dépourvue de la vie. Résultat: à cause de notre inattention vis-à-vis de l'importance de l'équilibre fonctionnel dans notre organisme par rapport à l'importance du type d'aliment précis, nous courons le risque de tomber en déphasage total avec notre destin. Nous devons savoir que celui qui cherche la vérité avec un esprit tordu ne pourra jamais la trouver. Ici, le terme « esprit tordu » peut paraître rébarbatif, suivant l'entendement de tout un chacun. Mais dans le vrai sens, ces termes concernent les personnes dont le cerveau est extraverti, formaté et qui ne savent point percevoir l'ordre des valeurs dans ce qu'ils font au quotidien. Intéressons-nous du culte de violence alimentaire et intellectuelle prôné par les scientifiques des agro-industriels. Ils ont dû gêner. La cause première serait de faire à manger à tout le monde à travers la planète, mais aussi de gagner de l'argent. Une alimentation purement artificielle va donc voir le jour, ressemblant à ce que nous mangeons habituellement. Des aliments qui concernent essentiellement le volet aliments négatif de la part de notre classification en 3 types: positif air, neutre l'eau et négatif nutriments issus des aliments sortis du sol ou alors des usines. Le plus dangereux de tous ces nutriments est des nutriments artificiels de culture transgénique ou alors des aliments artificiels carrément obtenus par une transformation dans des usines sous forme d'additifs alimentaires avec une face cachée au grand public et qui par ricochet échappe également le corps médical officiel. Il s'agit d'une alimentation qui détruit la santé et de ce fait, elle ne saurait favoriser une évolution spirituelle chez qui que ce soit. Pour la plupart des cas, ces produits contiennent des nanoparticules fortement cancérogènes.
Prenons par exemple le dioxyde de titane qui est un minéral composé d'oxygène et de titane issu des plus gros gisements d'Australie et d'Afrique du Sud. Il est présent sous forme de poudre blanche, contient des particules de tailles diverses. On trouve cela dans les aliments, médicaments, cosmétiques. C'est le dioxyde de titane qui rend brillant des crèmes de beauté ou l'enrobage des comprimés, des produits de la charcuterie. Pourtant, cet additif alimentaire serait capable de franchir la barrière physiologique du corps pour passer d'un organe à l'autre jusque dans le sang. Dans la circulation sanguine, il va s'accumuler dans certains organes comme le foie. Il a toujours fait l'objet de doutes, aujourd'hui dépisté comme étant un additif dangereux. Le dioxyde de titane répond sous le code E171, bel et bien dangereux. Soumis à des doses élevées de plus de 100 jours, près de la moitié des rongeurs avaient développé des lésions précancérogènes au niveau du côlon. Comment pensez-vous que vous devez manger n'importe quoi lorsque vous êtes à la recherche de votre évolution spirituelle? Un épisode à suivre. Un épisode à suivre. Vous êtes à la recherche de votre évolution spirituelle, bien sûr. Georgette. Oui, professeur. Qu'est-ce qu'on appelle nanoparticules? Alors, nanoparticules, c'est des substances qui sont difficiles à voir à l'œil nu, oui, et qui sont de nature à n'être vues que, ou perceptibles qu'à l'aide d'un équipement d'un point. Mais pourtant, ces substances peuvent se cacher dans une poudre blanche que tout le monde voit. Par exemple, dans le cas de dioxyde de titane, voilà, dont les grands gisements sont en Afrique du Sud et en Australie. Voilà. D'accord. Dans votre chronique, vous dites que celui qui cherche la vérité avec un esprit tordu ne pourra jamais la trouver. Ça veut dire quoi exactement? Alors, ça veut dire que la vérité n'est pas quelque chose qui est prédestiné à dire que je pense que. Oui. Non. Lorsque on cherche la vérité, on met d'abord de côté ses pensées, sa manière de penser. Parce que sa manière de penser, votre manière de penser n'a rien à voir avec la vérité. Maintenant, il faut aussi se dire que ce qui est déjà dit, il faut chercher la vérité dans ça. On nous a dit par exemple 1 + 1 = 2. Alors, c'est discutable. Alors, du moment où c'est discutable, ça veut dire que ça nécessite un bon sens de discernement. Donc la vérité ne peut être, du moins, se retrouver dans un couloir qui conduit vers la vérité, c'est qu'on a utilisé le discernement comme véhicule. C'est si on utilise le véhicule discernement dans le vrai sens du terme. La thèse, l'antithèse et la synthèse. Mais là, il faut aller au-delà. Nous avons essayé d'expliquer ça ici au cours des éditions, je crois en début d'année, où on a parlé un peu de discernement selon les aspects métaphysiques. Oui. Le discernement permet à l'homme de savoir que la langue qu'il utilise le met en division avec d'autres gens. La couleur de sa peau le met en division avec d'autres gens. Et la religion qu'il ait choisie le met en division avec d'autres gens. Alors, à partir de cette base, où tu peux refaire des idées nouvelles sur le fondament même de ta vie, parce que le fondament de la vie d'un chrétien, c'est que Jésus-Christ est mort pour nous sauver. Pas le sauver du seul, mais nous, ça dit y compris moi. Bon, donc quand moi je refuse que Jésus n'est pas mort pour me sauver, ça l'énerve. Alors, donc là, la vérité est là, chez lui, la vérité est déjà là. Bon, moi peut-être, je fais erreur de ne pas voir que la vérité, il la détient déjà.
Bon, maintenant, à moi, de mon côté, je dois faire un effort pour que j'aille dans le sens de m'apercevoir que je fais erreur de ne pas reconnaître qu'il détient la vérité. Mais sauf que si ce n'est pas vrai, si moi je suis flexible à ce genre de raisonnement, parce que je raisonne, et que lui, il n'est pas flexible à ce genre de raisonnement parce qu'il ne raisonne pas, il est automatisé, il ne pourra jamais changer. Donc c'est pourquoi il faut que celui qui cherche la vérité cesse d'avoir des a priori. Voilà. Et quels sont les aliments qui détruisent notre santé? Les aliments qui nous empêchent d'évoluer spirituellement, professeur. Alors, les aliments qui nous empêchent d'évoluer spirituellement sont des aliments qui n'ont pas la vie. L'arachide grillé ne nous permet pas d'évoluer spirituellement. Même si ça ne fait pas un frein à l'évolution spirituelle en tant que telle. Peut-être ça nous met en situation naze. C'est-à-dire, on n'évolue pas, on n'involue pas. Oui. On est là. Bon, par contre, si on mange l'œuf non fécondé, dans un omelette, ou je ne sais pas moi, en coque ou quoi, là-dedans, il y a des particules qui sont de ce que la poule a mangé, dans ce qu'il y avait comme aliment pour poule pondeuse, oui, afin que le coq ne soit pas intéressé par cette poule. Que le coq voit que ça, ce n'est pas une poule là-bas, c'est juste un oiseau. Alors, à partir de là, la consommation des œufs qui viennent de ces poules-là, ce n'est pas la même chose que l'œuf qui vient de la poule qui a pondu son œuf dans les conditions normales de l'élevage de la volaille dans la basse-cour où il y a les coqs, il y a les poules. Et puis on ne sait pas à quel moment, du moins on voit comment les poules et les coqs se mettent ensemble et qu'on constate que les œufs arrivent et que ces œufs-là, à partir de ces œufs, on a des poussins. Alors là, il y a la vie, parce que le poussin ne peut pas sortir dans un œuf qui n'a pas la vie. Donc tout ce qui n'a pas de vie à l'intérieur est nocif pour la spiritualité, parce que c'est d'abord nocif pour la santé, parce que la spiritualité commence par la maîtrise de la santé. Il ne faut pas que les gens se leurrent dessus parce qu'ils ont un habillement de spirituel, ils ont des documents d'un spirituel, et que cela, parce que le document a été étiqueté document de Dieu, l'habit c'est l'habit pour l'homme de Dieu, et tout cela, donc on est spirituel. Non, la spiritualité, c'est faire attention à ce que Dieu t'a donné comme carcasse. Parce que toi qui habites cette carcasse, c'est toi qui es en consonance avec Dieu. Et ce toi-là, c'est l'âme. Et l'âme doit habiter dans un corps sain. Et ce corps sain, c'est un corps qui n'est pas malade, ou qui ne doit pas tomber malade, ou qui doit avoir des maladies qui sont telles que des petites fièvres, les rhumes, les maux de tête, des maladies qui prouvent que le corps réagit lorsque il est sali. C'est le reflux, c'est une manière de libérer les déchets du corps vers l'extérieur, vers hors du corps. C'est ce qu'on devrait enseigner en faculté de médecine, et on devrait enseigner ça dans le cours d'hygiène. Pas l'hygiène pour se laver avec le savon, pour que l'industrie qui fabrique le savon ait de quoi vendre. Pas l'hygiène pour brosser les dents, pour que les brosses à dents, les pâtes dentifrice et tout cela soit vendu. Pendant ces temps, les mauvaises odeurs sortent de votre cage thoracique parce que les capillaires pulmonaires et tout sont fatigués de travailler. Les déchets qui simplement dedans provoquent les rhumes, et les rhumes sont mal soignés, ça donne la toux, ainsi de suite. C'est-à-dire on est dans une décadence où rien n'est pris au sérieux. Ce qui est sérieux, c'est qu'on habille bien, on s'habille bien, on a un bon choix de nourriture moderne. Tout cela, c'est fatigant. Nous, en métaphysique, nous pensons que nous devons apporter quelques éléments de réponse à nos problèmes ou aux problèmes sociaux de nos congénères, parce que ça doit se dire. Le débat à la télé ne doit pas seulement être politique.
ou bien s'exhiber intellectuellement ou métaphysiquement dans un registre où chacun se passe pour un gladiateur intellectuel où il vient expliquer aux gens les choses pour qu'on sente qu'il est un gangang, il est un bombok, il est ceci, il est cela. Non, il faut descendre plus bas et avec un peu d'humilité. Si on a quelque chose à apporter à notre société d'aujourd'hui, ça dans notre société d'aujourd'hui, la société africaine, qu'on partage ça. Voilà. D'accord. Et quel rapprochement vous faites entre le dioxyde de titane et la métaphysique? On est en spiritualité. Alors, le dioxyde de titane, c'est un produit que les scientifiques, entre guillemets, ont constaté que Oui. ça peut faire briller les lèvres d'une femme. On a mis ça dans le rouge à lèvres. Donc tu vois souvent les lèvres d'une femme briller un genre, c'est le dioxyde de titane. Oui. Bon, ça peut faire briller un comprimé de façon à ce que lorsque tu as un comprimé, tu as envie de l'avaler parce que franchement il est très beau. Ça peut faire briller un morceau de viande qui est étalé dans un supermarché. Donc tu vois comment c'est rouge. Ça donne envie en fait. Et ça te donne envie d'acheter. Oui. Donc c'est un produit qui est combattu à l'heure actuelle. Je l'ai choisi uniquement, il y en a plusieurs qui sont sur vos étiquettes de sucreries. Je ne veux pas porter un coup à l'industrie comme si j'étais contre l'industrie. Non, sans l'industrie, les pays ne deviennent pas riches. Le Cameroun a besoin de ces industries-là pour s'enrichir. Mais sauf que moi, je parle métaphysique. Oui. Alors, dans le domaine métaphysique, nous sommes là pour la pureté. Alors, ceux qui nous suivent, qui veulent cette pureté-là, il faut qu'on les communique ça. Et que par contagion, qu'ils comprennent que lorsqu'ils prennent des sucreries, ils doivent lire les étiquettes. Lorsqu'ils sont dans un supermarché, ils doivent savoir qu'est-ce qu'ils achètent. Parce que le blanc n'achète rien chez le noir, sans savoir pourquoi. Rien du tout. Tout ce que nous on est, c'est que nous on a la solde des blancs. Et ils nous trouvent comme des sous-hommes. Nos produits doivent passer de côté. Seul ce qui les intéresse, c'est les pierres rares, la terre rare pour faire les téléphones, hein, les cartes mémoire des téléphones. C'est la terre rare qu'on a découvert ici et là, et les pierres rares. Et ce qui les intéresse, c'est le bois, c'est le sol, c'est le sous-sol. Ce n'est pas nos nourritures. Nos nourritures donnent le kwashiorkor, hein, donnent des maladies, les leurs rien. Et pourtant, il n'y a pas de vie dans ce qu'ils nous proposent. Voilà. Alors, on va, disons, en attendant que les gens commencent avec les SMS, puisque les numéros qui s'affichent au bas du petit écran vont servir de tremplin tout à l'heure pour une interaction. On va demander d'abord à la régie de nous permettre de réfléchir un peu. Donc, la réflexion et l'évocation est proposée. À tout de suite. Cette nouvelle enquête de 60 millions de consommateurs à présent, l'association a testé des produits de consommation courante, des bonbons, des gâteaux, des desserts glacés particulièrement appréciés des enfants. Et tous contiennent du dioxyde de titane sous forme nanoparticules. Alors on va en parler en détail avec vous. Claudine Gilbert, vous nous avez rejoint. Bonjour. Mais d'abord, on va essayer de s'intéresser à savoir ce qu'est exactement une nanoparticule. Et on va voir cela avec Lucie Landret. Elles sont invisibles à l'œil nu et pourtant elles sont partout. Depuis 20 ans, les nanoparticules envahissent progressivement notre quotidien. C'est un grain de matière entre 1000 et 100 000 fois plus petit qu'un cheveu. Dans cette gamme de taille, la matière a des propriétés nouvelles et c'est ces propriétés nouvelles que les industriels ou les scientifiques souhaitent utiliser pour fabriquer des matériaux innovants. Des produits plus légers, plus brillants, plus blancs. Les propriétés des nanoparticules sont nombreuses. Dans l'alimentation, elles agissent sur la couleur, la texture ou encore le goût. Utilisées pour blanchir certains produits, les pâtisseries ou encore le dentifrice.
On les retrouve aussi dans les bonbons, les sucreries, les gâteaux, sous forme d'additifs alimentaires. En cosmétique, elles permettent la tenue du rouge à lèvres, l'intensité des parfums. Présentes aussi dans les vêtements, les raquettes, les coques de portable, les crèmes solaires, les peintures. Aujourd'hui, ces molécules artificielles entrent dans la composition de plus d'1 millier de produits. On comprend maintenant ce qu'est une nanoparticule et pourquoi cela peut être dangereux. Claudine Gilbert, donc vous êtes avec nous. Ce que révèle aujourd'hui une étude de 60 millions de consommateurs, c'est que de nombreux produits de consommation en contiennent. Oui, cette étude porte précisément sur le dioxyde de titane. 60 millions de consommateurs a analysé 18 produits, des bonbons, des gâteaux, des biscuits, des glaces. Les fabricants avaient affirmé ne pas utiliser de nanoparticules. Or, 100% de ces produits en contiennent. Et l'autre problème, Claudine, c'est que ce n'était pas du tout spécifié sur les étiquettes de ces produits. Oui, le dioxyde de titane lui-même apparaît sous différentes appellations, le plus souvent titanium dioxyde ou E171, mais rien n'indique qu'il s'agit de nanoparticules, alors qu'au-delà de 10%, l'étiquetage est obligatoire. La réglementation n'est donc pas respectée. Donc c'est inquiétant. Si on a mangé ces biscuits, ces glaces, quels sont les risques ? Bien, les risques sont très mal connus. Ce que l'on sait, et ce n'est pas rassurant, c'est qu'ils s'infiltrent partout dans notre corps jusqu'au cœur des cellules. Ils franchissent toutes les barrières physiologiques, l'intestin, la peau. Ils s'accumulent dans le foie et jusque dans le cerveau. Les chercheurs de l'INRA ont montré il y a quelques mois que le dioxyde de titane chez le rat provoque des lésions précancéreuses du côlon. L'urgence est maintenant d'étudier les effets chez les humains, et notamment les enfants. Avec les bonbons, ils sont 2 à 4 fois plus exposés que les adultes. Merci beaucoup, Claudine. On arrête donc les bonbons. Jusqu'où Merci, vous avez suivi. Nous avons donné à vous l'occasion de réfléchir, parce que là, c'est ce que nous appelons réflexion et évocation, simplement parce que souvent, il faut mettre un élément comme ça pour que le noir comprenne que le blanc lui-même, il est en déphasage avec son environnement. Et nous, ces choses, ça ne préoccupe pas. On n'en parlait pas dans nos télés du tout. Mais là, c'est fait, l'étiquette de cet élément est faite exprès pour qu'on comprenne qu'ailleurs, on prend conscience de la vie. Il ne parlait pas métaphysique, il parlait de la vie tout simplement. Et il y a des soucis. Vous ne verrez jamais ce genre de soucis dans nos télés, les télés du Sud. Et c'est comme si on n'avait même pas le droit d'avoir ce genre d'émission pour que cela n'engraine pas une façon de faire en sorte que les forces dominantes n'aient plus de l'emprise sur nous. Oui. Ou comment, on ne sait pas. Voilà, Georgette. Oui, professeur. Ce que je veux savoir, c'est que si ces additifs alimentaires, professeur, sont si dangereux, pourquoi donc l'introduire dans nos aliments, dans nos médicaments? Pourquoi? Non, mais attends, le but c'est commercial. Oui. Ouais. D'abord, l'agroalimentaire a permis à ce qu'on diminue pour beaucoup la famine dans le monde. Donc, on ne peut pas dire que ces aliments n'ont pas d'importance. Que de mourir de faim, il vaut mieux mourir de maladie. Parce que la famine peut te tuer instantanément, à moins d'une semaine, 2 semaines, tu meurs. Mais la maladie va prendre du temps pour te tuer. Encore que tu peux tomber malade et te soigner, guérir. Voilà. Il y a plein de possibilités d'y arriver. C'est-à-dire qu'en prenant ces produits, des bonbons et tout, il y a des possibilités de prendre des plantes médicinales qui vont essayer de canaliser les dépôts de ces produits non biodégradables dans l'organisme vers une porte de sortie. Pour le peu que ça ne va pas endommager le corps au niveau des reins où les néphrons seront complètement bloqués, on sera obligé de vous faire des dialyses. Bon, si ça n'arrive pas trop tard, alors ça va marcher. Alors maintenant, ces produits en même temps, non seulement ça produit de l'argent directement à l'achat, de quelque chose qui est beau, hein, parce que c'est beau, ça attire, et parce que c'est beau, on en fait confiance, que ce soit le médicament, que ce soit quelque chose qu'on doit acheter pour manger. Tout cela, quand c'est bien habillé, bien luisant, lorsque vous mettez le rouge à lèvres, que c'est bien, alors ça entre dans vos lèvres
Et ça va dans le sang pour pourrir le sang, pour provoquer un cancer, je ne sais pas moi quoi, de quoi. Donc il y a des fois, les femmes ont des cancers au niveau des seins. On ne sait pas trop d'où ça sort. Bon, elles ne comprennent rien. Mais ça peut être les produits de beauté. Souvent, ce qu'on a fait, qu'on a utilisé comme des déodorants, tout cela ont ces produits. Et ces produits s'accumulent dans le sang, et dans la circulation du sang, et ne pouvant pas être emmagasinés au niveau du foie. Le foie renvoie ça dans le sang, et ça peut se retrouver quelque part sous forme de fibrons, des kystes, des cancers, de tout, mais surtout les cancers. Le plus souvent, c'est ça, ces nanoparticules peuvent causer comme problème. Bon, maintenant, au niveau des bonbons et tout, l'enfant est hyperactif, il monte sur des tables, il tombe avec la télé, il casse tout dans la maison, comme s'il était devenu fou. Tout cela, ça pose aucun problème si c'est que vous êtes aux États-Unis, on va lui donner le médicament pour que son hyperactivité cesse comme ça. Parce qu'il y a des médicaments chez les pédiatres pour ça. Alors, résultat, on est dans une société qui n'a rien à voir avec Dieu. Mais qui parlait de Dieu chaque dimanche et en fait écho dans la communication, télévision, radio et tout, bon, et dans les lieux publics. Et avec la bénédiction des pasteurs qui sont dans les nanoparticules, eux-mêmes, à boire des choses et tout cela, parce que la base intellectuelle qui va dans le sens du raisonnement et qui va dans le sens de la culture générale, que quelqu'un qui est porté à apporter un message au grand public doit avoir un nul. Ce qui est important, c'est le paraître par moment. Alors, donc, l'enfant qui prend ces produits, les parents doivent se contenter du fait de l'amener de temps en temps à l'hôpital. Il n'y a pas un problème à ça. Hein? Parce que c'est aussi ça, les répondants de l'industrie. L'industrie crée les revenus partout. Il y a les impôts qui sortent des cliniques, les impôts qui sortent des pharmacies, les impôts qui sortent des débits de boissons et tout. Donc d'un côté, les fabricants paient les impôts, de l'autre côté, ceux qui vendent paient les impôts, et ceux qui en consomment tombent malades paient les impôts par le biais des médicaments qu'ils achètent et leur hospitalisation. Alors ça fait, le pays devient riche. Suivez mon regard, les États-Unis. Oui. Voilà. Mais pour ça, comment purifier notre corps? Alors pour purifier notre corps, il faut d'abord déjà comprendre si le message que je suis en train de dire là même est important. Parce que ça peut être un message d'un affamilite. À supposer que ce message est important. Oh. Quel conseil donner à ces parents qui voudraient aujourd'hui même arrêter de donner des bonbons, des biscuits à leurs enfants? Ça sera compliqué parce que tu n'en donnes pas à l'école, on va en donner. On va donner à l'enfant, le voisin va donner à ses enfants et ils vont cheminer ensemble. Il va dire, donne-moi alors un peu, tout ça. Moi, j'en sais quelque chose lorsque mes enfants allaient à l'école, ne prenaient pas des sucreries et tout, mais ils en buvaient à l'école. Ils avaient des sucettes et tout, qui étaient que des colorants, les mêmes colorants qu'on rencontrait dans les sucreries, parce que c'était des colorants faits à base des additifs, du moins des produits, des additifs alimentaires, les E100, les E102, les E110, les E124, comme additifs alimentaires, c'est vendu. C'est vendu colorant. Vous voyez ces codes-là. Et on met ça dans de l'eau, on met du sucre, et puis parfois on attache ça dans de la matière plastique, on met au réfrigérateur et ça devient des sucettes. Les enfants sucent. Hein, deux fois on met un bâton, alors dès que c'est devenu dur, l'enfant commence à sucer. Et tout cela, moi j'ai vécu cette situation et j'ai essayé de bagarrer. C'est compliqué. Le problème, c'est l'État qui doit prendre la chose en main. Parce que, en fait, c'est l'État qui doit protéger la population. Ce n'est pas un individu. Ce que je dis, je le dis pour dire ceci. Chacun doit prendre sa responsabilité. Parce que notre émission, c'est une émission éthique. Nous disons qu'entre Dieu et nous, il n'y a pas d'intermédiaire. Et nous disons souvent que cette émission, c'est pour permettre à l'homme d'être quelqu'un d'affranchi. Et on ne peut pas être affranchi si on est assis sur des a priori qui sont à base de ce qu'on nous a dicté.
ou ce qu'on nous a imposé. Voilà. Mais et pour ces enfants qui ne vont pas à l'école? Alors, les enfants qui ne vont pas à l'école, à la maison, mais ils n'ont pas de problème. Et comment faire pour purifier leur corps? Ah mais non, pour purifier leur corps, il ne faut pas les donner d'abord déjà, il faut les sévrer de tout ce qui a friandise. Oui. Hein, de tout ce qui a... Parce que même quand on fait les frites de plantain, on fait ça à base d'une certaine huile. Si tu veux faire les frites de plantain pour tes enfants, je vois mal comment tu vas faire ça avec l'huile de palme. On fait ça régulièrement avec l'huile raffinée parce que ça donne un autre goût. Et c'est ce goût-là qui devient un goût et qui est habitué, hein, dont on porte comme un goût meilleur pour nous et pour nos enfants. Alors qu'on doit utiliser des huiles comme l'huile de palme, bon, l'huile comme l'huile d'olive qui coûte cher peut être utilisée, le colza. Certaines huiles peuvent être utilisées, mais d'autres non. Maintenant, quand il faut faire dans les friandises, il faut aussi dire que l'huile que tu utilises ne doit donc pas être faite, ne doit pas être raffinée, ne doit pas être une huile mélangée avec des dioxydes de titane, sans qu'on le sache. Oui. Parce que l'huile là peut briller, qu'on ne sera jamais au courant pourquoi c'est très beau comme ça. Mais que sa beauté vient du fait qu'on a coloré ça, on a ajouté ces particules-là qui ne sont pas visibles en tant que telles, mais qui embellissent naturellement ce qu'on veut vendre. Donc il faut faire attention de rester dans l'alimentation, c'est mieux quoi, de rester dans l'alimentation traditionnelle africaine, l'alimentation traditionnelle de chez soi. Oui. C'est vrai que dans nos aliments, la cuisson aussi pose un problème. Il y en a qui, à la place de l'eau, mettent de l'huile carrément. Ils mettent n'importe quelle huile. Ils ne mettent plus l'huile que leurs parents mettaient avant. Ils mettent l'huile moderne. Et comme si c'est juste de l'eau. Mais pour ça, ils veulent manger du goût et non la santé. Ah mais ils ne savent pas qu'ils mangent du goût. Ils savent ils ne parlent pas qu'ils détruisent leur santé. Ils savent qu'ils mangent. C'est tout. Parce que quand quelqu'un est malade, il ne fait pas allusion à ce qu'il mange. Non. Il peut avoir un thérapeute, il vient me voir. Il peut avoir un médecin. Il part là-bas. Il dit, docteur, je souffre même de quoi? J'ai trop mal ici. J'ai ceci. Dites-moi qu'est-ce que j'ai. Mais attends, mais tu ne marches pas avec lui. Il prend du bitacola, après les brochettes, après les cacahuètes, après il prend tout, son côlon, son ventre, hein, son tube digestif, c'est une poubelle. Mais à ce moment-là, une astuce pour purifier son corps? Non, il n'y a pas d'astuce. C'est au cas par cas. Il n'y en a pas. C'est ça, ce serait quelque chose à sensation. D'accord. Bon, alors, donc, on va passer aux SOS téléspectateurs en les invitant à voir comment aller avec nous à partir des numéros qui s'affichent au bas de leur petit écran. A tout de suite. Merci de nous rester fidèles, vous qui nous suivez en ces moments. Alors, nous avons franchi le cap des 2 chroniques et puis de la réflexion Georgette. Oui, et là, tu vas t'occuper des téléspectateurs qui vont interagir à travers les SMS. Nous vous convions à ne nous envoyer que les SMS. Pas question de nous appeler. Nous ne pouvons pas répondre à vos appels parce que nous n'avons pas prévu cela. Le dispositif pour les appels n'est pas encore mis en place. Quand ça sera mis en place, on vous le dira. Georgette. Oui, professeur. SMS. Bonsoir, professeur. S'il vous plaît, j'ai une question. Que pensez-vous des eaux et huiles bénies par les hommes, les religieux? Alors là, il y a des eaux et des huiles bénies pour du vrai. Mais sauf qu'il faut que l'eau là soit l'eau. Et il faut que l'huile là soit l'huile, pas un produit d'usine. Parce que si on prend une huile comme, c'est pas moi, l'huile de coton, ou c'est pas l'huile d'arachide, c'est pas
les mêmes vibrations que l'huile d'olive ou d'autres huiles. Donc, d'autres huiles naturelles hein, obtenues par une simple pression à froid. Quand une huile est usinée, il y a sans doute que ça ne soit pas une huile naturelle. Et là, faire vibrer les particules de cette huile par des mécanismes d'impulsion des mains, cela ne se fait pas facilement, pour ne pas dire. Il risque de ne pas avoir d'échange, c'est-à-dire une synchronisation, une interrelation normale pour cette huile-là, ou pour ce qu'on est en train de vouloir obtenir comme résultat à partir de cette huile. Voilà. D'accord. On a ce message de Herman de Soa. Bonsoir, s'il vous plaît, madame. J'aimerais que le professeur me dise comment faire quand on se retrouve à manger dans les rêves et qu'on commence à rôter réellement au sursaut du rêve. Que faire? Alors, de quoi s'agit-il? La première chose, c'est de faire tout, de ne plus dormir avec le côlon rempli. C'est-à-dire d'abord ne pas manger tard. C'est-à-dire à partir de quelle heure on doit... Non, non. Manger tard, c'est manger par rapport à le temps de digérer et de dormir. Parce que si vous mangez à 18 heures, un repas qui doit faire 8 heures pour être digéré, et que vous dormez 6 heures après, c'est que vous avez mangé tard. Mais si par exemple vous mangez à minuit pour travailler toute la nuit, hein, vous n'avez pas mangé tard. Parce que manger tard, c'est par rapport à le fait de se reposer, de vouloir se reposer, d'aller au lit. C'est ça manger tard. En fait, à mon sens, parce que je c'est pas la parole d'évangile, chacun peut prendre ça comme il entend. D'accord. Alors, donc, si tu es en train de manger à minuit, dis-toi que tu as quelque chose à faire qui va faire à ce que tu sois éveillé. Sauf que en mangeant à minuit, il y a des risques que tu dormes et que tu ne fasses pas ce que tu avais à faire. Parce que quand la digestion va commencer, plus la fatigue de la journée, alors brusquement, tout va s'arrêter. Le sommeil va s'imposer à vous. Donc, on mange, on digère et on dort. Ça, c'est pas manger tard. Voilà. Maintenant, pour ce qui est des rêves, si vous avez le côlon trop surchargé, des déchets, que vous faites une fois les selles par jour et que vous mangez 1 à 2 kilos de nourriture par jour et que la quantité de vos selles n'atteint même pas le quart d'1 kilo, alors que vous êtes à 3 kilos de repas tous les jours, et qu'au bout d'une dizaine de jours, vous avez consommé 30 kilos, et qu'au bout d'une dizaine de jours, vous avez fait seulement caca de 2,5 kg. Alors, sachez que l'encombrement de votre côlon peut entraîner un déphasage. Parce que lors de l'édition antérieure, nous avons parlé du côlon qui avait des neurones. Donc, c'est-à-dire un cerveau, quoi. Quand ce cerveau-là est déréglé, ça va jusqu'à dérégler le système nerveux. Et puis, le subconscient est en déphasage avec l'ensemble de l'organisme et les mauvais rêves viennent donc s'implanter. Et là, dans ces cas, il faut une cure de déblayage du tube digestif, le rendre propre, de 2, vider le côlon surtout. Donc, rendre propre le tube digestif veut dire vider le côlon. De 2, maintenant, commencer à manger de façon à ne pas trop se rassasier, surtout le soir. Et là, au bout d'un moment, vous n'allez plus faire des rêves du genre, sauf s'il faille voir la chose du côté métaphysique, comme pour dire que ces rêves-là sont du domaine de la sorcellerie. Mais même dans le domaine de la sorcellerie, lorsque vous avez un côlon propre, le sorcier a des difficultés de vous atteindre. Voilà. D'accord. Comment faire pour éviter les pièges nocturnes mis au passage? Bon, alors, moi j'ai déjà répondu. Hein, la réponse que je venais de donner là est valable pour ce genre de questions aussi. Professeur fait le blindage contre les poisons, si oui, où le rencontrer?
Ah non, mais si je fais le blindage contre le poison, c'est pas ici que je veux vous dire ça. Bon, c'est pas que j'ai peur de dire ce que je fais. Bon, mais c'est pas intéressant pour tout le monde. Les autres gens n'aiment pas entendre ça. C'est intéressant Bon, pour ce mais celui téléspectateur. qui est intéressé par ça, il m'appelle hors antenne, à ces numéros. Voilà. Bonsoir professeur, pouvez-vous nous parler du test d'affinité? Ah, le test d'affinité, c'est quelque chose de fondamental parce que qui se marie mal aura raté sa vie ou va rater sa vie. Tout comme le test d'affinité est fondamental aussi dans les entreprises. Si vous aviez des gens dans votre entreprise dont vous vous entendez bien, Oui. c'est-à-dire vous êtes le PDG, vous avez votre directeur avec qui vous composez bien, et lui aussi il a des cadres avec qui il s'entend bien, votre entreprise, la productivité devient du moins fameuse. Et pourquoi? Parce que l'harmonie que ça crée, ça attire même beaucoup de la clientèle. Mais lorsque vous avez une entreprise où le patron est en déphasage avec son personnel, alors souvent l'entreprise ne marche pas. C'est la même chose lorsque vous êtes en déphasage avec votre époux ou votre épouse, l'entreprise qui est le foyer tombe en dysfonctionnement. Alors tout le temps des querelles, et les querelles en question ne finissent jamais. C'est comme si on forçait à vivre ensemble. Oui. Et là, vous êtes celui-là qui a raté sa vie. Et parce que si vous vous mariez mal, tant pis. Alors maintenant, l'affinité, comment ça se passe? Ça se passe qu'on prend les coordonnées de l'homme et les coordonnées de la femme, en termes de nom complet, date de naissance exacte, plus la première année de rencontre. C'est la même chose, les coordonnées d'une entreprise, dont le nom commercial de l'entreprise, la raison sociale de l'entreprise, la date de naissance de l'entreprise. Malheureusement, les entreprises en Afrique n'ont pas de date de naissance, comme il y a aussi certaines personnes en Afrique qui n'ont pas de date de naissance. Bon, soit en temps de guerre, on avait brûlé la mairie, ou il y a eu quoi. Ou alors les parents ne s'étaient pas occupés de cela, ce n'était pas ça qui était intéressant. Ce qui était intéressant, c'est d'admirer le bébé qui vient de naître. Alors, dans le cas où on a donc les coordonnées de l'entreprise, les coordonnées de l'individu, Oui. on va croiser ça de la manière suivante. Individu qui prend le poste de directeur d'entreprise, par exemple, ou un certain poste à l'intérieur de l'entreprise, plus le patron, le grand patron de l'entreprise, plus le nom de la raison sociale, quoi, le nom commercial de l'entreprise, on fait un triangle du thème de chaque élément comparé. Oui, professeur. Alors là, on sort donc l'affinité. Donc c'est un travail de recherche qui va dans le sens à permettre à ce que on sache comment les choses vont se passer en termes d'harmonie, en termes de convivialité. D'accord. Bonsoir, s'il vous plaît, aidez-moi, professeur. Je prépare un examen dans un mois. Je n'arrive pas à étudier mes leçons. Mon corps est aussi très lourd. Besoin de vos conseils. Merci. Bon, d'abord, les gens ne signent même pas les messages. Ouais. mais ils ont besoin qu'on les aide. Donc, moi, c'est pas... La personne va appeler dans l'antenne parce que moi, je ne suis pas à même de comprendre ce qui ne va pas à partir de son message. D'accord. Voilà. Bonsoir, monsieur. Je suis à Bafoussam. Comment faire pour profiter de vos services? Vous allez appeler hors antenne. Veuillez signer, s'il vous plaît, vos messages. Voilà. Il va appeler hors antenne. Là, moi, je ne sais pas quel service il veut. Moi, je ne sais pas quel service j'ai. Et d'après lui, qu'est-ce qu'il entend par mes services. Voilà. Bonsoir, professeur. S'il vous plaît, comment faire pour entrer en contact avec vous? Pour entrer en contact avec moi, on prend le numéro qui s'affiche au bas du petit écran à cette émission. Alors c'est ces numéros-là qu'on appelle hors antenne. Il y a une équipe qui va s'occuper de cet appel. Et là, directement, je pourrais voir qu'est-ce que je peux faire pour la personne. D'accord. Voilà, ce message de Sévérin depuis Pouma.
Bonsoir professeur, belle émission, mais quelle solution préconisez-vous pour éviter toutes ces nanoparticules du moment où nous les retrouvons dans au moins 80% de ce que nous achetons sur le marché? Alors la solution, c'est individuel. On n'est pas obligé de sucer les bonbons, on prend du chocolat ou faire quoi que ce soit, on n'est pas obligé. C'est individuel. Parce que même moi qui vous parle là, tantôt je suis tenté. Bon, mais sachant que je suis tenté à m'empoisonner, empoisonner mon organisme. Et que quand mon organisme sera empoisonné, même mon élévation spirituelle ne tiendra pas le coup. Alors à partir de là, je fais attention. Donc c'est individuel. On ne peut pas en faire autrement. Surtout que j'ai dit que ça a l'impact sur le fonctionnement d'un État. Et cet impact est nécessaire pour tout le monde. On a besoin des routes. On a besoin d'un pays riche. Et c'est cette richesse-là qui passe par ces risques qui nous vient tout droit vers des bons stades de football, vers des boulevards et tout. Parce que sans l'industrialisation à fond d'un pays, l'accumulation de richesses n'est pas possible. Mais sauf que l'évolution spirituelle en est une chose, le développement d'un pays en est une autre chose. C'est pourquoi nous pensons que notre émission aussi a un sens. Voilà. D'accord. Est-ce que le mysticisme et la spiritualité vont ensemble, Wilfried? Alors, le mysticisme et la spiritualité, c'est presque la même chose. Mais sauf que le mysticisme est quelque part un aspect pratique. Oui. À côté de la spiritualité qui est un aspect qu'on peut taxer, qu'on vit. Par exemple, quelqu'un qui pratique de la spiritualité négative est quelqu'un de haineux, c'est un sorcier. Il pratique de la sorcellerie dans le sens spirituel du terme. Oui. Alors, mais cette pratique-là, c'est quelque chose qui se vit autrement par rapport au mysticisme. Parce que le mysticisme, c'est comme si on avait des connaissances qui étaient extra-sensorielles et qu'on se met à la disposition de ces connaissances. Et à partir de là, on a le sens à donner à quelque chose qu'on veut ou qu'on ne veut pas. C'est-à-dire que c'est des choses qui sont semblables, mais qui ont quand même des particularités. Parce que quand on dit la mystique de l'alimentation, c'est comme pour dire le dessous occulte de l'alimentation. Donc là, le mysticisme, ici, c'est ce qui cache l'alimentation comme manifestation en termes vibratoires. Hein. Et à partir de là, on va vers ça pour y tirer de l'information et révéler ça au public. C'est le pourquoi le même thème revient tout le temps, mais sauf que ça revient avec des sous-thèmes à chaque fois totalement différents. D'accord. Il y a Sorel qui voudrait savoir, est-il conseillé de se coucher après le repas? Non, mais souvent on n'a pas le choix. Parce que lorsqu'on se couche après le repas, souvent on se réveille le matin avec une grosse famine. Oui. Bon, parce qu'on n'a pas bien digéré et que c'est en mangeant le matin tôt qu'on est à l'aise. Parce que souvent, on a même des remontées gastriques, surtout lorsque l'estomac commence à se fatiguer de votre façon de vous alimenter. Et donc, l'estomac va parler, comme on dit, la maladie, donc le mal a dit. Ouais. Voilà. Professeur, comment faire quand on fait un même rêve successif au moins 3 fois? Un même rêve au moins 3 fois. Oui. Donc, mais écoute, moi, je ne sais pas, c'est quel rêve. Quand on fait un même rêve 3 fois, ça veut dire que c'est un message qu'il faut désormais décodifier, si c'est codé.
ou décrypter si c'est crypté. Donc il faut chercher à savoir qu'est-ce que le rêve là veut dire. Parce que là, c'est vraiment un message qui revient. Sauf si vous faites le même rêve plusieurs fois sur la même posture d'avant le sommeil. Parce qu'il y a des choses qu'on a l'habitude de penser le soir avant d'aller au lit, ou bien tout étant couché ou avant de prendre le sommeil, qu'on est sur un dossier mental, hein, un certain encombrement de son cerveau avec des pensées qui reviennent tout le temps à chaque nuit avant de dormir. Là, on peut avoir des rêves qui vont dans le même sens à chaque fois. Voilà, je crois que ce n'est pas le cas pour notre téléspectateur en question. On a ce message également de Junior Vendor. Bonsoir professeur et à Georgette, est-ce que le gouvernement n'est pas responsable de tout ce qui se passe? Le gouvernement mondial est responsable de tout ce qui se passe. Parce que de Freud à Louis Pasteur, il y a plein de choses qui ont été faussement parties de ces hommes-là, mais qui sont restées dans les pratiques au jour d'aujourd'hui. Et de l'Égypte ancienne à Hippocrate, il y a plein de choses qui auraient dû apporter de la lumière à l'être humain, qui ont été banalisées de façon à ce qu'aujourd'hui le serment d'Hippocrate est devenu le serment d'Hypocrite. Donc, c'est le gouvernement mondial qui est malade. Ce gouvernement mondial entretient des mouvements comme l'ONU et comme l'OMS. Et tous ces mouvements-là sont des mouvements des caisses de résonance des hommes qui ont de l'argent ou bien des groupes d'influence sur le plan monétaire mondial. Voilà. Bonsoir professeur, peut-on manger les pépins et les noyaux? C'est Alice qui veut savoir. Ouais, on peut manger les pépins et les noyaux, ça dépend du but à atteindre. On peut manger les noyaux d'avocatiers et d'avocats. Nous l'avons dit pour essayer de bagarrer contre l'hyperglycémie, donc son diabète. Tout comme on peut manger les pépins de papayer pour retrouver l'équilibre fonctionnel de son digestif, de son organisme. Voilà. C'était un message de Charles de Soulédé. Veuillez éviter d'appeler, s'il vous plaît, uniquement les messages. Bonjour, ma question c'est comment se débarrasser des boutons sur son visage si possible. Les boutons, on a dit tout à l'heure que la peau peut être malade pour avoir bu même certains médicaments. Lorsqu'on pose donc la question directement à la télé comme ça, là, que dis-moi, j'ai les boutons, je fais comment? Je sais comment tu vis, mon frère ou ma soeur. Tu as les boutons, tu as les boutons. Maintenant, il faut que tu étudies toi-même pourquoi tu as les boutons. Et si tu ne veux pas, tu peux, en ce temps-là, saisir quelqu'un, discuter avec la personne. Si la personne sait faire le diagnostic des boutons, elle va vous poser des questions. Ces questions vont aller dans le sens de savoir comment vous mangez, comment vous vous soignez, qu'est-ce que vous buvez, et voir dans ce que vous faites, s'il n'y a pas de particules, des nanoparticules, qui donnent des boutons. Oui. Hein? Vous pouvez prendre les bonbons, chez vous ça donne les boutons, chez l'autre non. Vous pouvez boire les sucreries que vous appelez les jus comme ça donne des boutons à certaines personnes, à d'autres non. Hein? Dès que tu arrêtes de prendre ces jus-là, au bout d'un moment, hein, et lorsque le corps se libère de tout cela par des mécanismes qui peuvent survenir de ci ou de ça par rapport à un nouveau mode de vie, les boutons partent tout seuls. Mais si vous les chassez, vous déplacez seulement le mal. Ouais. Il va aller ailleurs. Et vous ne saurez jamais que, parce que vous avez chassé les boutons, que vous avez tel ou tel mal maintenant. Une femme peut avoir énormément les boutons sur elle et puis finalement avoir les fibromes à cause du fait qu'elle a travaillé pour que ces boutons-là. Mais parce que les déchets voulaient sortir par la peau. Hein? Et on a refusé. Ça retourne dans le sang et ça commence à faire un petit bout de quelque chose qui va évoluer, Voilà. D'accord. Une dernière question. Bonsoir maître et à vous en studio. Je suis née un 21 février, maître dans le monde mystique.
quel rôle joue le chiffre 21 et le mois de février? Etoga de Yaoundé. Oui, on est à la fin de cette édition. La régie nous signale. On ne peut pas aller dans cette question d'abord qui n'est pas du thème. Alors, Appelons en antenne, professeur. oui, ils peuvent appeler hors antenne. Ils ont le numéro selon ce qu'ils ont retenu de bas de leur petit écran. D'accord. Et à tous les téléspectateurs, nous vous disons merci. L'émission est terminée et nous vous invitons à suivre la rediffusion entre guillemets sur YouTube, parce que ça ne sera pas sur Canal 2, il n'y a pas d'espace pour pouvoir nous insérer. Et on vous dit au revoir à mardi prochain, peut-être pour le même thème.